Un peu l'idée de cette soirée était justement celle de mieux comprendre quelles sont les relations, le dialogue entre militantisme et administration. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le saut, on passe d'être militant à être administrateur. On a un élu ici qui peut peut-être se voir reflété dans ce type de caractérisation un peu simpliste. Et donc le format est assez similaire à ce que vous venez d'écouter, donc des courtes interventions de nos trois invités, pour après réinviter sur le plateau les quatre premiers et avoir une conversation collective où effectivement beaucoup des thèmes qui sont mis en avant seront débattus entre tous. Je ne sais pas quel est l'ordre, si vous avez négocié un ordre entre vous, peut-être on peut suivre l'ordre de la feuille. Donc Didier, Sandra, Christophe, ça vous convient? Donc à vous la parole. Donc c'est moi qui commence. Alors, bon, d'abord, avant toute chose, je suis vraiment ravi de passer après ces artistes parce que je pense que vous allez être passionné par mon discours sur le contrat de co-développement Bordeaux Métropole Ville de Bordeaux, sur le fonds intercommunal, de fonds d'investissement communal. Donc je pense que ça va vous passionner. Donc je suis ravi. Et donc c'est parti. Alors les budgets sont scindés au cours d'un PPRI. Moi, je suis très content que vous soyez passé avant nous. J'aurais même adoré passer au milieu de vous, parce que je pense que ce que je fais aujourd'hui, avec évidemment une approche plus administrative, vous l'avez dit, mais en fait, c'est peut-être, on essaye, le prolongement de ce que font les artistes ou les militants. C'est-à-dire que chacun, on doit s'exprimer avec nos outils. Je ne sais pas d'ailleurs si on le choisit vraiment. Mais vous défendez votre cause grâce à votre art, en peignant, en sculptant, en mettant en scène. Les militants défendent la cause en criant, en s'enchaînant parfois. Et donc me voilà moi aujourd'hui en train de défendre cette cause aussi, mais d'une autre façon. C'est le choix que j'ai fait pour essayer de la faire avancer. Puisque l'occasion m'en a été donnée, évidemment, je ne sais pas si on le choisit, mais enfin, il faut quand même qu'il y ait il faut que les choses se coordonnent, hein, ça ne se fait pas tout seul, ça ne tombe pas du ciel. Et il se trouve l'aventure dans laquelle aujourd'hui je m'inscris coordonne beaucoup de choses qui pour moi me sont chères et dans lesquelles je me retrouve. La seule aventure que je ne maîtrise pas trop, c'est cette ouverture sur le public. Aujourd'hui, je deviens quelqu'un qui n'est plus dans son travail ou de militant, ou d'artiste aussi peut-être parfois, mais qui est un petit peu une fenêtre ouverte sur les habitants bordelais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qu'il faut prendre en compte quand on se lance dans ce que j'ai entrepris. Voilà, alors je n'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus. Par contre, je serais ravi de débattre un peu, d'échanger. Et puis, si vous voulez me poser des questions, je serais ravi d'y répondre pour pouvoir aller dans le sens de ce qui vous intéresse. Et puis, si ce n'est pas le cas, je pourrais dérouler deux, trois choses sur notre façon de faire, sur notre méthode, sur notre vision de la nature en ville et de la place de l'arbre. Donc, on échange un peu. Sandra, ça vous convient ? J'avais pas vu, bravo. Bon, donc j'avais dit, écoutez, si moi je fais une intervention, je veux bien une photo. C'est celle qui est ici. Alors, voilà notre action politique. Donc je dis plus de militants ou d'artistes. Donc à gauche, c'est le travail que nous avons mené en un an, et à droite, c'est le travail qui a été mené juste avant qu'on arrive. Alors, je ne fais pas, je veux pas faire de la politique, mais j'en fais un peu, j'ai l'impression. Ce que je veux imaginer comme ça, le travail qu'on peut faire avec nos méthodes à nous, d'hommes politiques. Moi, je me sens pas homme politique, je suis chargé d'une tâche que je fais. Et ça, c'est du concret, c'est à Bordeaux, c'est à Brazza. Donc on est vraiment... D'ailleurs, je crois qu'il y avait une diapo Arboretum où on voit une canopée en premier plan et derrière on voit les grues. Et je trouve qu'elle est très parlante aussi, cette photo, parce que ça exprime bien ce que ça veut dire, quoi. Finalement, qu'est-ce qui va passer au-dessus ? C'est pas la canopée, c'est les arbres qui vont venir au-dessus, c'est les immeubles qui vont venir au-dessus, c'est les constructions qui vont cacher la vue. Ce qui est en train de se passer sur Brazza, c'est-à-dire que
toute la dimension paysagère qu'on a sur les coteaux qui monte de l'autre côté de la Garonne, quand on est rive gauche, va disparaître derrière ces grands ensembles. Donc, alors évidemment, je ne vais pas vous faire, je pense qu'ici on est tous convaincus sur les mérites et les services que l'arbre nous rend gracieusement. Mais voilà, je me disais que cette photo ne demanderait pas beaucoup de commentaires, bien que j'en ai fait beaucoup, pour comprendre quelle est notre action. Alors, je suis ravi de vous annoncer que c'est presque 2 hectares de bois sont sauvés. C'est pas encore tout à fait fini, hein. C'est pas facile. Les décisions, elles ont des conséquences financières. Quand le maire décide de me suivre, quand je lui dis que c'est vraiment important, bon, j'ai pas eu besoin il y a des choses qui sont parlantes, hein, j'ai pas eu beaucoup de temps à le convaincre, mais lui derrière, c'est un investissement que la ville doit faire qui ne rapporte rien. Qui ne rapporte rien en termes financiers. Voilà, en revanche, voilà. Et aujourd'hui, cette dimension de bien-être, en dehors des militants ou des artistes, c'est difficile de la donner, nous, quand on est politique, maintenant que je suis politique, parce qu'on passe pour des gens qui... alors, ou si on est estampillé écolo, qui sont des doux rêveurs, absolument hors sol, ou alors qui sont, bon ça c'est pour les gentils, pour les méchants, on passe pour des ayatollahs verts, anti-croissance, qui veulent que tout s'effondre pour avoir une vie soi-disant meilleure. Bon. Donc, si on avait construit ici, ce qui était prévu, hein, les dessins existent, hein, si on avait construit ici, ben les promoteurs rachètent, puisque derrière ils vont louer, ils vont vendre, donc ils vont gagner beaucoup d'argent, et la ville, comme ça, fait une opération financière. Voilà. Au-delà de ça, qu'est-ce que je vais y faire ici? Rien. C'est-à-dire que je ne vais pas transformer ça. Alors, je vais encore faire de la politique. Bon, moi je crois que j'ai le droit. Hein. Vous n'avez pas commenté la place, mais moi je crois que j'ai le droit. Donc, je ne vais pas en faire une place Gambetta. C'est-à-dire que je ne vais pas dépenser 10 millions pour remettre des assises en marbre, pour empêcher les skateurs de venir, pour transformer un cours d'eau qui accueille une biodiversité en une fontaine absolument stérile, sans vie. Et en plus, y abattre 17 arbres qui, si les architectes des bâtiments de France... Ah, tu vas en parler? Bon, bah alors du coup, voilà, bref. Puis c'est bien, comme ça évite de m'énerver. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de préserver ce bois rural. On va essayer de le donner à voir, parce qu'on n'est pas pour sanctuariser et interdire aux gens de venir profiter de ce qu'on préserve. Au contraire, il va falloir faire venir les gens, mais on va faire venir les gens dans un espace qui est en train d'évoluer et qui va passer d'un bois rural, enfin, dans des dizaines d'années, et qui va continuer de grandir. Donc, ce seront des aménagements d'observation, ce seront des aménagements légers, ce seront des sentiers. Et ça, évidemment, ça ne donne pas à voir quelque chose de magnétique, comme on l'a pu entendre. Ça n'est pas quelque chose de clinquant. C'est vraiment une autre vision de la ville et une autre vision de ce quartier, parce que on sera là, il faut l'imaginer, hein, bah, vous pouvez le voir un peu à droite, on sera là au cœur d'un quartier très urbanisé. Donc la décision est prise, et ça va être dur ensuite de défendre le choix qu'on fait de ce type d'espace vert. Voilà. Oui, merci Didier. Alors moi, je vais vous parler d'un autre point de vue situé donc du point de vue associatif, hein, puisque voilà, je me retrouve à la tête d'une jeune association qui s'appelle Aux Arbres Citoyens, dont il est peut-être utile de refaire la généalogie ici, puisque Didier l'a un peu dit, il y a un projet de réhabilitation qui a été acté par l'équipe municipale précédente de la place Gambetta, qui se traduit de facto par l'abattage de 17 ou 18, il y a une petite discussion sur leur nombre abattu, de marronniers, en plein cœur du centre historique de la ville de Bordeaux. Il se trouve que, bon, moi quand j'entends parler de cette histoire, il se trouve que j'habite ce centre historique de la ville et que donc, de facto, je me rapproche du collectif déjà constitué, et quand je comprends en effet que ce projet de réhabilitation envisage donc un projet intéressant au demeurant, hein, puisqu'il supprime
l'aspect circulaire, etc., qu'il se traduit par l'abattage de 18 marronniers sains, évidemment, je suis vent debout et je m'engage corps et âme aux côtés du collectif des marronniers de Gambetta, dont il y a ici une très ancienne représentante en la personne de Mélanie. Et donc, rien à part cette espèce de pulsion qui consiste à sauvegarder des arbres ne me prédestine à ce moment-là à cette histoire. Je ne m'occupe nullement d'arbres, je n'ai aucun titre pour parler des arbres. En revanche, j'ai une intuition avec d'autres qu'il est absolument anormal, que c'est une anomalie considérable au troisième millénaire, compte tenu de la situation qui nous est faite et de l'amoncellement des données apportées par le GIEC régulièrement, il est et compte tenu par ailleurs des vertus écosystémiques qui sont maintenant bien documentées autour des arbres, absolument anormal d'imaginer même d'abattre des arbres sains. Alors, des arbres sains dont la rumeur a longtemps divulgué qu'ils étaient bien sûr malades parce que, quand on veut se débarrasser de son chien, eh ben, on l'accuse de la rage, vous savez bien. Ces arbres étaient parfaitement sains au sens d'un rapport phytosanitaire que nous avons pu lire, dont nous avons pris connaissance, et ces arbres étaient parfaitement adaptés à leur environnement. Ils étaient là depuis 70 ans, ils pouvaient continuer à vivre encore 200, 300 ans, bref. Et donc, effectivement, avec tous les membres de ce collectif assez nombreux, très soudés, on s'est ligués, on a imaginé tout un tas d'actions, on a fait des contre-propositions très, très sérieuses, on a tenté de rencontrer le maire, vous imaginez que ça a été peine perdue, on a rencontré son directeur de cabinet, bon, on a interpellé, puisqu'il ne nous recevait pas, on a interpellé vivement le maire en plusieurs endroits, Station Ozone, moi j'ai fait une espèce de commando solitaire, y compris à Sciences Po, devant 700 personnes, bref. Ça a eu pour effet de faire sortir de ses gonds Alain Juppé, hein. Je reconnais que ça a été pour moi assez jouissif. Le fait est que les arbres sont quand même tombés. Voilà. Ils sont tombés le 22 novembre 2018 et nous n'avions, alors que nous nous étions battus pendant près d'un an, hein, quand je dis battus, que nous avions fait des marches, qu'il y a eu même des artistes, puisqu'on fait le lien entre art et activisme, il y avait des artistes qui avaient même chanté, bref, les marches, les pique-niques, etc., etc., bref. Sans parler de tout l'aspect médiatique, nous étions régulièrement appelés sur les plateaux, les interviews, etc. Les marronniers de Gambetta, si vous faites sur Google, sont devenus célèbres en France, en fait. Bref. Le fait est que cet événement qui a été pour nous fondateur, hein, puisqu'il a été fondateur d'une association qui s'appelle Aux Arbres Citoyens, était pour nous symptomatique d'une problématique qui relevait de l'irrespect pour le vivant. Et symptomatique aussi d'un changement puisque voilà, vous avez compris, une nouvelle équipe, une équipe maintenant écolo, qui se saisit clairement de la question du vivant et notamment de la question des arbres, ce dont évidemment on se réjouit. Donc on a bien senti qu'il y avait un changement de paradigme entre deux époques, hein, dans la vision de la ville, hein, entre voilà, une vision du tout minéral et du tout architectural et du tout patrimonial. Pourquoi on abat ces arbres aussi? C'est parce qu'il s'agissait de dégager les façades 18e de la place, qui sont effectivement extrêmement homogènes et très belles. On a vaguement compris qu'il y avait un projet aussi de construction d'un hôtel de luxe par l'une des grandes fortunes françaises. Bon, ce projet visiblement est pour l'instant enterré, il pourrait renaître. Le fait est que, voilà, il y avait cette vision d'une ville extrêmement minérale, patrimoniale, très descendante, voilà.
Et c'est vrai que notre mésentente sur cette vision-là, notre querelle, notre volonté de faire valoir la place du vivant et notamment la place des arbres dans le cœur du centre-ville a eu, dans quelle proportion on ne sait pas, c'est difficile de l'établir, mais a eu pour effet d'éveiller, on a senti, on a perçu ça, parce que nous étions très très présents sur les réseaux, très actif, très suivi, a eu pour effet très nettement d'éveiller les consciences de nos concitoyens. Et on pense que d'une manière ou d'une autre, ça a joué une forme de partition. Ça a joué une forme de partition. Encore une fois, je ne veux pas prétendre quoi que ce soit. Nous étions nombreux, nous le sommes encore aujourd'hui. Et puis dans la boucle maintenant, il y a d'autres entités qui se greffent. Je pense au groupe national de surveillance des arbres, son entité bordelaise avec Valérie Bernette. Bref, on a eu la sensation que on a contribué à une forme de changement de paradigme qui s'est traduit, vous l'avez compris, par des changements politiques assez drastiques, puisque celui-là même qui s'était enchaîné aux arbres et qui faisait des die-in avec nous et qui a manifesté et qui était là au moment où j'interpellais et haranguais la foule, est aujourd'hui maire de notre ville. Et donc, vous comprenez bien que, pour l'activiste militante qui tombe un peu là, un peu par hasard, parce que, qui n'a aucune légitimité, et encore une fois, vous comprenez bien que c'est quand même une source de satisfaction. Ça ne veut pas dire que la cause des arbres est gagnée, parce que, effectivement, il y a des coûts, comme vous dites, qui sont partis, il y a des permis de construire qui ont été attribués d'ailleurs dans la dernière ligne droite, jusque dans les dernières. On comprend ça quand on se rapproche des urbanistes, on comprend que jusque dans les derniers jours, des permis de construire sont signés à la va-vite pour permettre quand même à la promotion immobilière de gagner le maximum de sous, sauf que tout cela, c'est sur le dos quand même du bien-être des concitoyens, vous l'avez compris. Et donc, la nouvelle équipe doit gérer, avec le désagrément que ça représente, tous ces coûts partis, tous ces projets immobiliers. Donc c'est vrai que ce projet de friche, ça relève d'un certain courage politique que je voudrais saluer, parce que le bénéfice en termes immobiliers, en termes de logement, c'est zéro. Par contre, cette friche immobilière dans ce paysage qui va être extrêmement densifié dans quelques années, c'est formidable pour ceux qui habiteront là, parce qu'ils auront les insectes, les oiseaux, les arbres, un peu de verre pour pouvoir... Et puis, il semblerait que ce sol soit pollué, mais comme la nature fait bien les choses, et que l'on sait que, notamment les arbres, dépolluent les sols, il est possible que ces sols soient dépollués aussi par les arbres et les arbustes. Voilà, donc je ne vais pas être trop longue, d'autant plus qu'il y a, pour le coup, un grand spécialiste des arbres qui va maintenant pouvoir s'exprimer, Christophe Dangle. Mais je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Je vais laisser Christophe s'exprimer, mais... Non, je trouve que l'exemple que prend Sandra en disant que le maire actuel de Bordeaux était militant sur la place Gambetta est très révélateur de ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire que nous, il y a un élément très important pour nous, politiques. Il y a un élément très important qui va nous permettre d'y arriver, c'est vous. C'est vous, c'est nous en tant que citoyens, donc je m'inclus dans citoyens. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, même si tu notes des changements, merci, aujourd'hui, même si moi je m'acharne tous les jours, du plus tôt le matin au plus tard le soir, à travailler sur ces dossiers-là avec le plus de sincérité possible, le plus de conviction, même si je suis, pour l'instant, suivi sur 100% des demandes que je fais auprès du maire, j'ai besoin de la mobilisation citoyenne. Qu'elle soit artistique ou qu'elle soit militante, nous avons besoin de ça. Parce que le travail ne fait que commencer. Le travail ne fait... on est en train juste de mettre les outils en place. Le travail ne fait que commencer. Et moi, pour avoir du poids, face à des points de financement, face à des points des fois de frein ou voire de refus sur la nature, pas trop, mais quand même, de la part des habitants, de la part de certains riverains,
Par rapport aux freins juridiques, administratifs, je ne vais pas vous parler du PLU, le plan local d'urbanisme, qui peut nous aider à contraindre les permis de construire pour protéger l'arbre dans le secteur privé qui est en train de disparaître. Avec l'arrivée des piscines, il faut qu'on en soit conscient. La richesse de Bordeaux, la moitié du domaine de nature à Bordeaux est dans le domaine privé. Donc si on laisse... Bon, j'ai rien contre la piscine, mais bon, si on abat 2 arbres et qu'on met un moteur qui tourne en permanence et qu'on imperméabilise un sol, du coup peut-être que j'ai une petite idée sur ça, quoi. Donc, pour faire tout ce travail-là juridique, moi, quand je suis tout seul dans un bureau, pardon, mais vous m'avez demandé de témoigner sur... voilà, quand je suis tout seul dans un bureau, face à des juristes, face à des administrateurs, face à des financiers, face parfois à des associations sur la végétalisation, c'est rare, mais qui ne sont pas tout à fait d'accord, il me faut le soutien des militants, des citoyens, des mobilisations, des pétitions, et aussi, et ça c'est souvent les artistes qui nous y aident, d'une nouvelle acculturation. C'est-à-dire qu'à force de voir des gens qui sensibilisent, des gens qui mobilisent autour de ça, alors c'est plus long, mais ça fait changer un petit peu la culture, et ces années d'habitude de faire changent. Et aujourd'hui, le plus dur, c'est de faire changer. Parce que quand on est disruptif, ça fait peur. On dit non, mais là, on va pas faire ça, les gens vont être vent debout. Et alors, je termine. Comment ? On a fait le plan local d'urbanisme, on a fait un plan local d'urbanisme participatif. Il devait y en avoir un, on en a fait 8, on a essayé de les faire dans tous les quartiers de Bordeaux. Eh bien, la mobilisation n'était pas immense, parce qu'on n'a pas assez communiqué, parce qu'on aurait pu faire plus, on aurait pu plus le dire. Quand on fait des conseils de quartier, la mobilisation, elle n'est pas immense. Il y a toujours l'association locale qui est là, qui essaye de venir. Et ça, c'est très très important. Et donc, moi, le message que je voulais passer par rapport à ta remarque sur le fait de militer, c'est que grâce à cette mobilisation, ça devient possible. Et moi, le jour où j'ai vu que Pierre Urmic était élu à la mairie de Bordeaux, je me suis dit, c'est possible. Ces heures et ces heures de marche le dimanche où on se dit, bon, on le fait, mais franchement, bon, ces journées de militantisme pour bloquer une porte ou pour bloquer un immeuble ou pour je ne sais quoi, quand on rentre chez soi, on se dit, bon, est-ce que j'ai vraiment fait avancer la cause ? Eh ben ouais, en fait, oui. La mobilisation, elle amène à changer les choses. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, à l'image de l'exemple que tu prenais, pour continuer de faire avancer, continuer de changer les cultures et continuer de nous permettre, nous, avancer. Christophe. Je sais pas ce que je peux rajouter à tout ça. J'ai plutôt envie de répondre à des questions parce que la chose c'est finalement très complexe. J'ai entendu le mot culture, on parle de beaucoup de culture. C'est vrai qu'on n'a pas la protection finalement de l'arbre dans notre culture française. Et donc il y a un gros travail à faire sur le volet réglementaire. Ça, je pense qu'on est... Beaucoup de monde est convaincu là-dessus. Et il y a énormément de choses à faire bouger. Mais il y a aussi dans les mentalités, probablement, des gens, il faut changer certaines idées reçues. Voilà, on peut être surpris finalement qu'un arbre de 100 ans, on puisse mettre fin à ses jours en 1 ou 2 minutes. Finalement, c'est tellement facile, soit par négligence, soit par acte voilà, volontaire. Et donc je crois qu'il y a beaucoup une question de culture. Il y a des pays qui ont, voilà, proche de nous, une culture beaucoup plus importante par rapport à ce sujet de la protection, avec des volets réglementaires qui sont voilà, présents, mais aussi avec une population qui se sent très concernée finalement. Parce que je crois qu'on n'a jamais autant parlé d'arbres que dans cette période finalement. J'ai l'impression qu'on veut sauver le monde avec les arbres. Mais je crois que beaucoup de monde les méconnaissent en fait. Et il y a un manque de connaissances cruel. En France, on n'enseigne plus beaucoup non plus dans les écoles. Même dans les écoles professionnelles, on voit bien que finalement la connaissance de l'arbre s'est beaucoup perdue. Il y a des matières, des domaines tels que la botanique qui est aujourd'hui en perte également. Et donc, au moment où finalement on a le plus besoin de ces connaissances, elles se sont pas mal perdues. Et donc, il faut effectivement les retrouver. Voilà, donc après, voilà, le domaine est très très vaste en fait sur ce volet-là. Le volet réglementaire, certes,
mais aussi, je crois, la compréhension que finalement la protection de ces espaces, aujourd'hui, devrait être quelque chose qui ne fait pas débat, en fait. Aujourd'hui, ça fait débat, il y a un acte fort d'une politique, mais finalement, on ne devrait pas être dans ce genre de débat, finalement, pas aujourd'hui. Si, ce qu'on peut dire, peut-être Christophe, et peut-être ça serait intéressant de vous entendre réagir, c'est que c'est vrai que si je fais le lien avec le militantisme et la politique, c'est que quand on milite, évidemment, on est à 300%, et donc quand j'arrive dans des réunions, j'essaye d'être encore à 300%, de pas perdre ça. Et c'est vrai que parfois, on a des demandes qui ne sont pas peut-être habituelles ou qui ne sont pas comptables. Par exemple, quand on est arrivé, évidemment, je me souviens très bien avec Christophe, on a eu notre réunion, on a eu la réunion du nombre d'arbres qu'on plante. Et dans la presse, on voyait se répandre des 3000, et Christophe me dit, on va en planter 600. Je dis, ah bon, 600, ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Bon, mince, alors les médias, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens qui ont voté pour nous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais on est tout de suite arrivé sur un point d'accord, et je suis fier que là aussi, on a été suivi dans le bureau du maire, c'est qu'en fait, on s'en fout du nombre d'arbres, et on n'a jamais communiqué là-dessus. Alors évidemment, on s'en fout pas. Évidemment, c'est important de planter, et c'est un outil qui nous permet de mesurer. Mais c'est pas ça qui est important. Encore une fois, on sort de cette vision comptable d'une société où il faudrait en avoir le plus à gauche qu'à droite, où il faudrait les avoir plus haut à gauche qu'à droite, il faudrait les avoir plus beaux à gauche qu'à droite. Et tout de suite, on est tombé d'accord sur le fait qu'il y avait certainement un effort à faire en termes de volume, parce qu'on a vraiment la volonté, c'était pas dur de faire plus qu'avant, mais enfin on avait vraiment la volonté de faire plus. Mais surtout, ce sur quoi on s'est entendu, il me semble, c'est le sens, c'est la méthode, c'est comment on allait procéder. Et peut-être que ça a modifié peut-être un peu cette approche sur la façon de faire, quoi. Et de plus vous demander d'avoir un résultat qui soit quantitatif, mais plutôt sur une méthode qui soit qualitative. Je sais pas, enfin vous pouvez dire, je sais pas, ça. Ça marche. Cette question quantitative, elle est quand même importante, parce que quand on regarde, je ne sais plus quelle plateforme qui évalue les quantités d'espaces verts, on se rend compte qu'une ville comme Bordeaux est clairement sous-dotée par rapport à d'autres villes de même taille, en termes de mètres carrés d'espace vert par habitant. Je crois que c'est 27 ou 28 mètres carrés à l'heure actuelle, là où d'autres villes en moyenne de même taille ont 48. Donc c'est quasiment, vous voyez, du simple au double. Donc on a un déficit d'espace vert, on a un déficit d'arbres. Donc c'est vrai que cette question de la quantité qui doit s'allier à la question de la qualité, parce que évidemment planter n'importe quel arbre dans le contexte que nous vivons, ça pose problème. Il faut que ce soit des arbres résilients, si possible endémiques, si j'ai bien compris la leçon, qui soient en capacité de résister aux chaleurs que nous allons vivre. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces questions qui se posent. Des arbres éventuellement fruitiers, parce qu'il va falloir se poser la question de la résilience alimentaire, etc. etc. Bref. Donc toutes ces choses, voilà, bien sûr, une méthode qualitative, mais on ne peut pas se désintéresser de l'aspect du nombre et de la nécessité pour nous, concitoyens, d'avoir accès, on l'a vécu amèrement, tragiquement, je dirais, pendant le moment le premier confinement qui était très sévère, où nous avions accès à 1 kilomètre, dans un rayon d'1 kilomètre. On a vécu tragiquement cette période, parce qu'on s'est rendu compte que, à Bordeaux, à part le jardin public et le parc bordelais et 3 chats de place, telles que celle de la place du Martyr, etc., on n'a pratiquement rien. On a des places qui sont des places minérales, de très belles places au demeurant, de très beaux cours. Le cours de l'Intendant, je reconnais que c'est un très... Mais je m'en fiche, si vous voulez, si demain il fait 45 degrés et que je ne peux pas supporter cette température, et a fortiori les seniors ou les plus jeunes que moi. Vous voyez, ça, c'est un sujet. Vous voyez, Bordeaux est en queue de peloton avec 20 mètres carrés. Je vais vous donner la parole. Alors, du coup, est en tête de peloton avec 20 mètres carrés d'espace vert par habitant, là où la moyenne est à 48, je crois, en France. Donc, c'est clair. Voilà. Mais quand on parle d'espace vert, de mètres carrés d'espace vert par personne, là, c'est quelque chose qui a du sens. Si je veux, je peux planter. Enfin,
je pense que si Christophe peut déployer ça, on peut mettre 2000 arbres autour de... On peut mettre 2000 arbres autour du lac de Bordeaux, ce qui n'a aucun sens et qui fera que dans la presse, je pourrais m'enorgueillir d'avoir planté 2000 arbres cette année. Et voilà. Donc ça, c'est pas le sens. Nous, on a travaillé sur 4 axes. Le premier, ça a été tout de suite la protection. Je parlais des 2 hectares de Brazza. On a protégé 43 hectares à la Jalère. Pour ceux qui connaissent, la Jalère, c'est un terrain qui est pour une part un peu pollué, mais qui présente des zones humides qu'il faut absolument préserver. Eh ben, vous allez me croire ou non, je vous parlais tout à l'heure de mobilisation. Aujourd'hui, à la conférence de rentrée dernièrement, il y a un groupe politique qui propose d'en faire un site de tri des déchets industriels. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une zone de tri. Je vous invite à aller voir la plateforme Noé tout au fond de la Benauge. Vous verrez que c'est absolument incroyable. On a une richesse et une chance incroyable d'avoir ces 43 hectares. Et c'est ce qui nous a d'abord occupé, la protection. Ça a été le premier travail qu'on a demandé au service de Christophe et au service des espaces publics. Le second, ça a été de renouveler l'existant, les arbres qui étaient abattus pour cause de tempête ou autre. Et enfin, en troisième objectif, on est passé à la plantation. Et dans cette plantation, on y a donné un esprit. Sandra l'évoquait, le choix des essences par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux essences aussi qu'il convient de conserver, aux essences locales aussi. On a, sur la plantation, ajouté la notion d'arbre fruitier. Comment la ville peut redevenir avec, sur la place autour du miroir d'eau, comment on peut planter des poiriers, des pommiers ici. Où tout le monde nous dit, non mais attendez, vous êtes au cœur des fêtes des gamins, des ados, ça va pas marcher, ça va être abîmé, ça va être dégradé. Alors, faut pas crier victoire, ça fait qu'un an, mais aujourd'hui, il y a 2 branches qui ont été cassées. Hein, donc ça fonctionne. Comment on peut reprendre contact avec le vivant, avec la nature, si nous, on n'implique pas ça? Donc oui, on plante. Hein, on a planté 143 exactement l'année dernière, fruitiers, un peu partout dans Bordeaux. Ça n'avait jamais existé. Donc je suis content de dire qu'on en a 143, mais c'est surtout le sens qui m'importe. Et enfin, le dernier axe sur lequel on a travaillé, c'est la participation. Donc je le disais tout à l'heure, où il faut qu'on se mobilise. C'est la participation où on a vraiment misé beaucoup sur le fait que maintenant, la direction des espaces verts, sur certains projets, va travailler avec les habitants. Et ça, c'est nouveau aussi dans la méthode, parce que jusqu'à présent, on faisait une étude, on faisait un cahier des charges, un appel à manifestation d'intérêt ou un appel d'offres marché public. Ensuite, le gars arrivait, il déroulait le plan. Je critique pas, hein, ça pouvait être très très bien. Mais aujourd'hui, quand on met l'habitant, le militant, l'association au cœur de tout ce système, ça se complique un peu. Sur l'école du Paty, on va même mettre des artistes. Alors là, je vous dis pas, ça va être très compliqué. Parce que c'est des visions qui sont bien différentes d'une structure administrative et de son... Ah oui, c'est vrai, il y avait une question. Donc voilà, le dernier, c'était le côté participatif. On va demander à Sylvie, Cyril et Philippe, je ne sais pas s'ils sont encore ici ou s'ils sont partis pour le spectacle, et à Sherbet de revenir avec nous pour continuer la discussion collectivement. Et d'autre part, et d'autre part, sur notre ville, il y a eu déjà, je trouve, des expériences, pas des expériences, des pratiques qui ont été faites par la ville, hein, je veux dire bien sous l'époque Juppé. Ne serait-ce que la rue Kléber qui est dans mon quartier, je trouve c'est une expérience que je trouve assez intéressante. Et puis du côté de la rive droite, je pense du côté de la maison cantonale, avec les deux rues qui sont assez arborées. Alors, ces aspects-là, est-ce qu'ils vont être amplifiés? Et moi, je demanderais à ce qu'ils soient amplifiés. Ça permettrait aussi de casser les vitesses à l'intérieur de la ville. Chose quand même
alors je ne sais pas si c'est je dirais une pratique de gauche ou de droite, mais si on prend aux États-Unis, il y a des travaux qui ont été faits par rapport à des villes qui se sont aperçus que plus on mettait des arbres, plus on végétalisait les villes, plus il y avait un chiffre d'affaires qui augmentait à l'intérieur des villes. Et ça, c'est vrai que c'est une façon de raisonner qui est très très peu utilisée, je dirais, en France, et notamment ici à Bordeaux, ville à laquelle j'habite. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas cette approche-là. Et pour finir, je dirais qu'on prend le cours de Verdun et qu'on regarde les arbres qu'il y a et le côté agréable et le baisse de température l'été, hein, je suis clair à ce niveau-là, et quand on prend par exemple le cours de l'Argonne ou le cours de la Somme, où on se prend qu'on s'appelle le soleil l'été, je pense quand même qu'il vaut mieux pour être pragmatique et habiter le cours de Verdun que de se balader au cours de l'intendance, comme le rappelait Sandra tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut être... quand est-ce qu'il va y avoir, je dirais presque, un projet, d'une façon très pragmatique, pour baisser le taux de chaleur sur notre ville. Et puis moi j'ai connu Bordeaux à l'époque où la place de la Victoire, il y avait de la pelouse. Je pense que la pelouse, elle reflète moins de chaleur que les jolis pavés, même s'il y a des tortues qui se baladent dessus. C'est la mobilité fixe, la tortue de la Victoire. Vous savez que monsieur, que quand on décide de planter une forêt de 250 mètres carrés à la place d'un parking, TF1 descend sa brigade des vérificateurs et me demande de prouver qu'il fait plus frais là qu'ailleurs. Je leur dis, mais je mens pas, hein, vous pouvez regarder sur TF1, ils sont venus vérifier que la température descendait quand on plantait une forêt. Alors nous on avait dit, c'est à peu près, bon, c'est des études, hein, en Allemagne, en Grèce, il y a des études qui expliquent tout ça. Mais quand je leur dis, écoutez, c'est simplement du bon sens. Quand vous êtes à vélo ou à pied et que vous traversez un parc, bah, vous avez un sentiment de fraîcheur. Et puis quand vous repartez dans la rue, bah, là, vous avez moins ce sentiment de fraîcheur. Bon, ça, il faut le prouver. Et si je le prouve pas scientifiquement avec l'étude de Munich, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà par rapport à l'acculturation et par rapport aux avis. Oui, il y a un inventaire. Je laisserai Christophe, si vous voulez développer ça. Oui, bien sûr, il y a un inventaire. On peut tout à fait... on travaille là-dessus, et d'ailleurs peut-être que vous pouvez annoncer sur le delta entre ce qui est abattu et ce qui est planté pour la prochaine saison. Et je vais très vite pour vous répondre à tout. Et ensuite, vous parlez de la rue Camel et de la rue Kléber, rive droite et rive gauche. Oui, bien sûr, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Il y a une étude qui est en train d'être montée avec l'agence d'urbanisme de Bordeaux, dont son représentant était là mardi, qui va nous donner ce qu'on appelle une charpente verte, des corridors écologiques, c'est-à-dire qu'on va identifier les rues dans lesquelles on va pouvoir planter, déjà techniquement, et ensuite avec du sens, c'est-à-dire qui par exemple relie un parc à un autre, qui va permettre aux oiseaux de se déplacer, aux insectes, aux papillons, et que sais-je. Et donc on va végétaliser ces rues en priorité. Alors avec différents outils, les exemples que vous citez sont des exemples qui sont vraiment très vertueux, se dit en passant, coûtaient très cher. Donc on va pas pouvoir faire ça, hein, on va pas pouvoir faire la rue Kléber partout, mais en tout cas on va quand même déployer avec différents outils un effort de végétalisation dans ces rues. Est-ce que je peux faire une question au Père Pagaille et à Charbel aussi? Est-ce que vous avez remarqué dans vos démarches pour mettre en place vos projets des changements de sensibilité de la part des administrateurs, des élus, des services techniques? Parce qu'un peu une chose qu'on a remarqué quand on a monté l'expo en bas, il y a un petit clin d'œil légèrement ironique dans une œuvre qu'on a sélectionnée exprès, où on remarque que s'il y a 10 ans, les maires de toute la planète souhaitaient être photographiés en coupant le ruban d'une médiathèque ou d'un musée, ça fait maintenant un moment que, droite ou gauche qu'il soit, c'est plutôt facile de trouver une photographie de la reine d'Angleterre, par exemple, en train de planter un arbre. Donc, est-ce que dans vos démarches d'artistes, de plasticiens, de producteurs intellectuels, culturels, est-ce que vous sentez aussi qu'il y a une... peut-être que si l'île sur la Garonne il y a 10 ans était perçue comme polémique et critique, est-ce qu'au contraire vous avez la sensation qu'il y a un changement de cap, ou au contraire vous vous confrontez aux mêmes difficultés de toujours? Moi je peux parler d'une conscience qui se partage au niveau des amis. Ça veut dire là
parle beaucoup de planter les arbres, mais aussi il ne faut pas oublier de s'intégrer, tu vois, dans le monde de l'arbre, ce qu'elle offre, et les fruits bien sûr, mais l'odeur, mais aussi la possibilité de tous les métiers disparus, tu vois. Il y a la matière gratuite à travers l'arbre aussi, et cette matière, comment aussi ça se transmet au niveau d'architecture, une architecture dont la peau qui offre aussi pour le végétal et pour les insectes aussi, en même temps protège l'homme. Donc je pense qu'il y a toute une pensée à développer autour, pas que planter les arbres, mais aussi de la matière, comment on s'intègre en fait. Un sol, tu vois, d'asphalte qui nous pousse, tu vois, en chaleur et humidité, par rapport à un sol vivant où tout vit, tu vois, c'est pas nous qui marchons au-dessus, c'est pas que ça, mais où tout devient vivant, tu vois, sous nos pieds, où on peut trouver aussi des herbes qui poussent, dont l'usage est médicinal ou bien aromatique, ou bien, tu vois, je pense qu'il y a une multitude de métiers qui ont évolué dans la nature, avec la nature, une sorte d'intégration d'hommes dans la chaîne écologique. Et aujourd'hui, on pense qu'on domine la nature. Donc, on fait des bâtiments comme ça à la fin, tu vois, les architectes, tu vois, comme j'ai dénoncé un peu les crimes, au nom de l'architecture, on finit par détruire. Et je pense qu'il faut élaborer ça dans la discipline architecturale, au niveau de la matière conçue. Parce que moi, j'ai vu des amis qui ont fini par faire, tu vois, aussi leur système un peu self-sustainable, tu vois, après des rencontres, j'ai vu des amis qui sont allés vers faire le parfum à travers l'essence. J'ai vu des designers aussi qui travaillaient les matières qui sont biodégradables, donc on fait un truc qui se dégrade, qu'on prend, qu'on pose dans la nature, mais aussi penser à la décomposition, comment elle peut servir aux autres qui ne sont pas que humains, tu vois, mais comment l'humain trouve le profit à travers ça. Donc voilà, c'est juste... Donc quand on faisait la maison sur l'eau, je peux essayer de répondre à votre question, mais quand on avait fait la maison sur l'eau, après, on avait reçu des courriers du maire de la ville et du président de la métropole, qui nous disait formidable, les artistes d'utopie, c'est extraordinaire, et c'est super que vous, les artistes, vous occupiez de l'utopie, parce que nous, on a les responsabilités, et c'était ça. Voilà, c'est vrai que... Ouais. Mais bon, alors après c'est Bordeaux, je sais pas, je vais faire des généralités, mais quand je sors dans une rue de Bordeaux et que je vois une micro-forêt, je me dis... c'était pas là d'ailleurs, mais je me dis, tiens, il y a un papagaï qui est passé, qui a fait un truc, je dis, non, mais c'est la réalité en fait, là c'est pas de la fiction. C'est peut-être parce que je suis un fervent admirateur et spectateur de ce que vous avez fait. Bon, moi, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Et peut-être que vous m'avez inconsciemment converti et qu'aujourd'hui, voilà, ça ressort comme ça, quoi. Donc, finalement, c'est peut-être vous, quand même. Tout à l'heure, vous parliez dans une diapo, là, par rapport à ce que vous venez de dire, là, il y avait la géométrie. Alors, il y avait la géométrie et quelque chose comme la vie n'est pas dans la géométrie, ou je l'ai noté, mais j'ai pas mon téléphone. Et eh bien, juste pour vous dire, je fais toujours la relation avec tout ce qui nous inspire de militants de notre vie et qu'on la transpose en militant. On était dans une réunion cette semaine, et cette semaine, on me présentait un plan guide. Un plan guide, c'est comment on fait, je permets d'expliquer parce que moi je ne savais pas tout ça, hein. Un plan guide, c'est comment on fait à l'échelle d'une grande zone, d'un grand quartier. Pardon. Et donc là, on m'expliquait que dans ce petit jardin, il fallait faire une ligne droite. Mais pourquoi ? Mais parce que ce jardin arrive tout au bout d'une séquence, tout au bout, hein. Après le quartier redevient normal, hein. Mais au bout de cette séquence, il y avait une grande ligne droite qui venait des bassins à flot, et il fallait qu'elle se finisse droite dans ce jardin. Mais je dis, est-ce qu'on pourrait pas en profiter dans ce jardin justement pour qu'elle soit... Et je parlais d'Underwasser. Et je leur disais que, donc je sais pas si, parce que il dit, enfin, il faut relire je crois que c'est le plaidoyer de la moisissure contre le rationalisme, et c'est hyper intéressant parce que c'est exactement très proche de ce que vous dites et très proche de ce qu'on évoquait pour leur dire, mais non, justement, arrêtons avec ces lignes droites qui sont sans vie. Même dans les jardins conçus, parfois on trouve des tracés, des marches. En fait, c'est l'être qui décide comment il marche d'une façon organique, tu vois. C'est pas la conception de cette machine. Donc, il faut, parce que vous avez aussi mentionné par rapport à l'évolution de ces espaces. Donc, on fait des espaces, mais ils sont en évolution.
Si on précise maintenant comment ils vont fonctionner comme machine, tu vois, ça veut dire on les tue. Quand on précise un mot, on le tue. Quand on dit le vent, le vent perd tout son, voilà, toute sa poésie. C'est un nom maintenant, on l'utilise. Donc au niveau des plans architecture, moi je suis architecte, j'ai enseigné l'architecture et je vois comment l'architecture elle se développe aussi dans le concept. Et moi je parlais de l'expérience humaine. Non, tu vois, c'est facile de trouver un concept et de dire ah ça va faire du bien comme ça et on défend le projet, tu vois. Mais parlez-moi de l'expérience sensorielle, tu vois, de ce que je vais écouter, de ce que je veux toucher. Et pensez pas que à l'être qui va acheter, quoi. Il y a tout le contexte. L'architecture, c'est quelque chose qui se développe en prenant en compte toutes ces énergies de l'espace. Donc, malheureusement, je vois les architectes. Moi, je viens d'un pays où la catastrophe, elle a atteint ses limites, tu vois, où la stratégie du mètre carré, là, qui a géré la ville, boum, elle est tombée et tout est mort. Donc, je pense que ici, on a quand même une chance, tu vois, de penser cette économie parallèle, mais comment elle se développe et quel être il va être capable aussi, parce que dans la chute économique, on a oublié, on est dans l'incapacité totale, on ne sait pas agir, on sait rien faire, la matière est gratuite autour de nous, on ne sait rien faire, on est mort, tu vois, avec cette économie du mètre carré, donc avec cette culture du mètre carré aussi. Donc voilà comment on peut développer ou bien reconnecter, tu vois, l'être au savoir de la nature, l'usage des arbres, tu vois, tout ce qui a disparu, mais tout ce qui peut aussi évoluer entre sciences actuelles et ce qu'il était déjà présent. Donc une culture qui prend en compte notre évolution de compréhension ou bien de description de la nature en termes que science et le savoir de l'acte dans la matière, quoi. Voilà. Oui, moi je remercie infiniment de cette intervention parce que voilà, il y a encore aujourd'hui des architectes paysagistes qui sont très très orgueilleux quand ils imaginent des alignements d'arbres monoespèces. Ils sont extrêmement orgueilleux. Je pense à Michel Devigne récemment qui nous présentait le bel alignement du parc aux Angéliques sur la rive droite de Bordeaux. Bon, que voulez-vous moi, je vous rejoins complètement. Moi, le mouvement linéaire par rapport à un jasmin qui sent très bon, tu vois, je vais aller au jasmin. Oui. Je ne veux pas aller suivre mais l'intention le fait est que cet homme, à quel âge a-t-il? 50, 55 ans, il va encore sévir longtemps, malheureusement. Vous voyez, il est encore en fonction avec ces idées-là. Donc vous imaginez l'empreinte qu'il aura dans la conception d'autres jardins, d'autres paysages en France. Et tout cela se fait avec les deniers publics. Hein, des décisions, bien sûr, actées par la précédente équipe, hein, je le précise, évidemment. Mais voilà, le fait est que ça existe. Et si vous allez au parc aux Angéliques, vous avez, voilà, c'est extraordinaire de rationalisme. C'est une longue tradition en France, au reste, hein, les jardins à la française, voilà. On sait, d'ailleurs, il y a la taille à la française. Christophe nous a un jour fait un cours, la taille des arbres à la française, le format ticket de métro, là, bon. Toutes ces choses doivent être, à mon sens, à notre avis, complètement remises en question, évidemment. Alors moi, j'avais une question pour vous, parce que je suis un peu libanaise de cœur, pour avoir vécu 4 ans. Et donc, j'ai été extrêmement bouleversée, compte tenu de la situation que l'on connaît au Liban, et notamment depuis le 4 août, cette explosion, de l'image de ces images où vous plantez dans des gravats, dans des ruines, ces cactus. Je me dis, voilà. Aloe vera. Des aloe vera, pardon, des aloe vera. Non, mais je voulais, pardon, excusez-moi, voilà, ma méconnaissance. Est-ce que ça pousse? Est-ce qu'on peut imaginer que sur les ruines peut pousser là? On peut donc se projeter à partir des ruines. Ça m'intéresse. Comme fiction, ça m'intéresse. Non, ces aloe arborescens, en fait, ils ont une qualité médicinale qui étaient utilisés par aussi Alexandre, il prenait le grand, entre guillemets.
qui prenait ses containers, tu vois, il soignait les blessures. Et à un moment donné, comme le jour de l'explosion, les gens, il n'y avait plus d'hôpitaux, à peine tout est plein, donc j'ai décidé de peut-être offrir, tu vois, ce choix, tu vois, juste d'une plante, parce que moi je me soigne avec ça. Et ça pousse effectivement, ça pousse très, très facilement, parce que la petite décomposition, peut-être tu n'es pas d'accord, je ne sais pas, mais moi j'ai vu ça pousser, je suis quelqu'un d'expérience plutôt que, entre guillemets, la bonne science, mais j'ai vu pousser dans des endroits, tu la jettes, déjà elle a sa propre nourriture dans sa tige, donc du coup elle peut s'intégrer facilement, tu vois, jusqu'à elle pousse des racines. Voilà, c'est juste. Juste peut-être le commentaire de cette photo, parce qu'en fait elle est merveilleuse. En fait c'est une végétation totalement spontanée, en fait, c'est ce qu'on appelle une friche. On a bois ruderal, ça fait un peu scientifique, ça qualifie effectivement un peu trop peut-être, mais en fait c'est une végétation qui s'est installée. On est dans un site industriel, en fait, donc là-dessous le sol il est artificiel, il y a des dalles de béton, et la végétation elle a réussi d'une part à percer ces dalles, mais arriver à faire des sols par la décomposition des végétaux au-dessus de ces dalles, et on a une végétation qui date à peu près d'une 30aine d'années. Mais finalement, comme ça n'a pas été fait de la main de l'homme, effectivement, c'est une friche. C'est plutôt qualifié de friche. Et on a, pour aujourd'hui, ça semble ne pas avoir de valeur pour certains, en fait, ce genre d'espace. Et en fait, alors qu'il y a une richesse assez extraordinaire, et on a la chance de pouvoir bénéficier. L'homme a investi 0 € pendant 30 ans sur cet espace, et a aujourd'hui un espace qui va rapporter probablement aux promoteurs qui vont construire à proximité. Et effectivement, il faut beaucoup plus faire aujourd'hui avec la nature que vouloir forcément ou faire contre, ça c'est peut-être la pire des choses, ou essayer de la dompter, ou essayer de l'imiter, parce que parfois ça c'est beaucoup plus difficile. Et voilà, et c'est un espace en ça, j'espère qu'on va arriver à pouvoir démontrer finalement à tout un chacun qu'il y a une vraie richesse sur ces espaces. Et quand on commence à faire les inventaires faune-flore, cette richesse finalement on la découvre. Et c'est en ça aussi que je trouve que le travail artistique, c'est d'arriver à faire voir ce qui est invisible, en fait. Et l'arbre a des secrets qui sont invisibles, et que finalement parfois seuls les artistes finalement arrivent à les faire émerger, que ça soit tout ce qui se passe au niveau de sol, tout est invisible, son fonctionnement, l'évapotranspiration, les substances qui font que quand on passe dans un espace boisé, on se sent beaucoup plus à l'aise, que les tweets que l'on fait dans un jardin sont beaucoup moins agressifs que ceux que l'on fait en milieu urbain ou dans sa voiture. Enfin, toutes ces choses-là, finalement, elles sont invisibles, et on a peut-être tendance à ne pas leur accorder d'importance, finalement. Il faut qu'on se retrouve au pied du mur pour commencer à se dire « Ah, puis mince, la nature, peut-être, elle peut nous sauver. » Elle va se sauver. Est-ce qu'il y aurait des questions du public? Oui, oui, ici. Alors, ma question avait un meilleur timing il y a quelques minutes, au moment où on était dans des logiques un peu plus comptables. Mais c'est juste une question par curiosité. Je me demande, puisqu'on a des élus présents, si vous avez, j'imagine, connaissance d'une étude qui a eu lieu il y a une dizaine d'années à Bordeaux, celle des 55 000 hectares, qui était donc une proposition de plan directeur concernant la place, non pas seulement des arbres, mais de la nature plus généralement sur le territoire de la Cube. Alors la Cube est un petit peu c'est dissoute. Je voulais savoir si cette question-là était toujours d'actualité. Et puis une seconde question, puisqu'on est dans la question du temps, plus généralement d'ailleurs aux élus, mais aussi aux artistes, si on parle de la nature, de l'arbre en mouvement, et on sait que le mouvement de la nature s'inscrit dans un temps qui est beaucoup plus long que notre échelle à nous humaine. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous préoccupait ou que vous preniez en compte dans vos propositions artistiques. Artistique ? Alors, politique en tout cas, Alors, oui, mais je me fous de savoir si il faut planter ici un arbre qui soit très grand pour que les gens disent « Waouh, t'as vu, là ça change ».
Et bon, bah, malheureusement, donc on a pris le parti de planter des arbres jeunes pour être sûr qu'ils puissent pousser dans des conditions qui leur permettent d'avoir une vie, alors que beaucoup meurent quand ils sont plantés adultes. Le problème, c'est que quand on fait ça, vous le dites, c'est du long terme, et donc ça se voit moins. Bah, c'est pas grave, tant pis, on assume, on part comme ça. Donc ça, et puis je vais laisser la parole. J'ai pas compris votre question sur les 55 000 hectares, ce que vous vouliez savoir. Simplement, si c'était toujours d'actualité, si c'était quelque chose qui était toujours dans nous à Bordeaux, on a fait l'inventaire de tous les espaces. Monsieur parle des espaces de chaleur. On a fait l'inventaire de tous les espaces de chaleur. Il y a des cartographies satellites qui existent. Enfin, on n'a pas eu beaucoup à faire. Donc d'ailleurs, cette étude, je crois qu'il y en a une dans cette étude. Ensuite, on les a identifiés. Là, on est en phase d'analyse des sols, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des réseaux en dessous, et là, on peut rien faire. Est-ce qu'il n'y a pas de réseau, on peut avancer. Partout où on a pu avancer, on l'a fait l'année dernière, mais le plus gros reste à venir, et donc on va travailler comme ça pour revégétaliser avec une deuxième lecture, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure en répondant à monsieur, c'est la notion de corridor écologique, parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire, c'est-à-dire qu'on va d'abord se concentrer sur des liens écologiques. Et en ça, là encore, moi, je vous dis pas que je vais faire 55 000 hectares. Moi, je vous explique la méthode et je vous explique pourquoi on l'a fait. Les artistes. Moi, je veux ajouter juste en fait, le travail qui se passe au niveau de la nature, mais aussi, il faut en parallèle un travail qui se passe au niveau du conditionnement de l'architecture. Parce que l'architecture, finalement, ça a commencé, ça faisait partie de la nature. Et aujourd'hui, l'architecture se présente comme l'ennemi de la nature. Donc, comment on peut conditionner cette architecture? On est d'une certaine façon, on subit une certaine culture. N'importe quelle personne parmi nous, on vit dans des maisons dont les fonctions sont bien précises, par exemple. Une fonction qui permet les actes suivant des conditions données et qui ne te donne pas la possibilité d'être dans l'acte, d'avoir d'un autre acte, tu vois, d'un autre acte en dehors de la fonction architecturale, du programme architectural. De un. De deux, les fonctions collectives, elles ne sont pas du tout pensées. Et pourquoi on accepte aujourd'hui des projets dont il n'y a aucun espace collectif pensé au sein de ces habitations? Donc c'est une autre question, tu vois. Et au niveau de développement de la peau de l'architecture, c'est quoi en fait la peau de l'architecture? C'est un truc visuel. Pourquoi cette matière, ce revêtement ou pas un autre? Et là, c'est plutôt visuel. Non. Franchement, on protège l'intérieur, mais qu'est-ce qu'on donne à l'extérieur par rapport au revêtement aussi? Donc voilà, c'est juste trois pensées comme ça. Je vais évidemment pas pouvoir répondre. Par contre, je voulais le dire tout à l'heure, et bon, là, puisqu'on en reparle, je vais le dire. Puis en plus, ici, Arc en Rêve, je suis très content de le dire, mais justement, on parlait d'Underwasser. Lui, il dit que l'architecte, il fait partie d'une trilogie, hein, comme le bon Dieu, le Saint et le Saint-Esprit. Hein. Moi, ça, je maîtrise pas trop. Mais il dit qu'il faut que les trois soient réunis. Alors, par contre, sur ce qu'il dit, lui, je maîtrise un peu plus. C'est-à-dire qu'il faut que l'architecte, aujourd'hui, ça marche pas, parce que lui, il y vit pas. Je dis pas qu'il a raison, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il dit, ça marche pas, il y vit pas. Les murs qu'il construit, c'est pas lui qui va vivre dedans. Le maçon, lui, il y vit pas non plus. Il construit pas sa maison. Alors, pour peu qu'il soit peut-être un peu plus concerné, mais de toute façon, il a des considérations. Et par contre, celui qui vit à l'intérieur, alors lui, il va, mais sauf que lui, il va subir un peu comme dans une prison. Quand on rentre dans sa cellule, on subit, quoi. Alors, évidemment, là, je suis caricatural, mais je reprends ses propos, hein. Je me les approprie, mais je reprends ce qu'il dit. Et donc il dit, ça peut pas marcher. Il faut que cette trilogie, elle soit rassemblée. Il faut que ce soit moi qui construise ma maison. Il faut que ce soit moi. Et puis si la maison n'est pas solide, on est dans un modèle, hein, on est dans une réflexion. Hein. Et puis si la maison elle n'est pas solide, si la maison elle se fissure, et du coup ça implique celui qui vit à l'intérieur dans la consolidation, dans la réflexion. Et du coup c'est complètement différent. Parce que là on vit chez soi. Et vous parliez d'une peau, voilà, c'est ça. Et là du coup c'est sa peau, quoi. Et je trouve ça très intéressant. On va essayer de convaincre les développeurs à suivre ce modèle-là, je crois que... On va essayer de convaincre les promoteurs immobiliers à suivre ce modèle-là. Ouais, justement, j'allais en parler, puisque moi récemment, juste après la Cité Merveilleuse, hein, après avoir vécu dans ce rêve, je me suis retrouvé dans un travail de réflexion autour de la charte urbanistique et paysagère et architecturale à Saint-Médard-en-Jalles. Et donc avec plein de promoteurs, un monde que je ne connaissais pas. Et alors j'étais épaté de tomber sur cette ONG humanitaire de gens qui permettent, en construisant énormément, de faire baisser les prix et donc de sauver les gens qui n'ont pas beaucoup de sous. Et en même temps, oui, ça de répondre à la demande de ces
centaines de milliers de personnes qui tapent à leur porte en disant construisez, on veut habiter là, on veut habiter là. Et c'était épatant. J'étais épaté parce que je fréquente pas ce milieu-là, et par l'appropriation des termes. Ils avaient parfaitement intégré toute la terminologie qui coche les cases, et je te mets de la biodiversité là, et là on met de la biodiversité. Je dis, et ben c'est un arbre et avec la pelouse. Et donc elle a tondre la pelouse. Ben oui, évidemment. Peut-être ça, c'est pas la biodiversité, ça. Et la question du sauvage. La question du sauvage aussi dans la ville. On parle de friche. Le moindre. Ben, il y avait. On parlait de Saint-Médard-en-Jalles, et donc disait c'est incroyable, les gens ils sont dans la forêt, c'est là qu'on les trouve. Les gens ils sont dans la forêt, ils aiment aller dans la forêt. Et il y avait un jeu avec, il y a des parcelles vides. Et donc là on construit. Bon là on construit. Et là, bon, là, elle est trop petite pour qu'on construise. La mairie va s'en occuper. C'est drôle. Ouais, ça, la mairie va le prendre en gestion. Et donc, ben là, on peut mettre des jeux pour enfants, on peut mettre, etc., etc. Et il faut absolument donner une fonction à chaque espace. Il n'y a pas d'espace sauvage qui répondrait à notre sauvage, à nous, notre manière de découvrir le monde. Et voilà, moi, je disais que j'avais grandi résidence avec un bois autour et pas fait pour jouer, c'était dangereux, on se faisait mal, mais c'était une formule qui m'a plu, ça densifiait l'imaginaire. Et là, ça, l'idée de laisser une parcelle en friche en se disant que les gamins vont y aller jouer, pareil que s'il y avait des balançoires, mais au contraire, ils vont être obligés d'inventer. Ça, c'était pas, il n'y avait pas la case. C'était dur. Hein. Il n'y a pas de question, je peux partager. Enfin, mais il y a une expérience que j'adore partager sur le laisser-faire, là, comme vous dites. Pour aménager un parc, aujourd'hui, on va faire appel à un bureau d'études qui va expliquer que là, il faut un banc. Et ben là, ils ont fait une expérience. Alors, je ne peux plus vous citer la source, mais je peux la retrouver. Ils ont mis des chaises jaunes fluo dans un parc, dans un espace, et ils ont laissé faire. Et tous les jours, ils prenaient une photo de drone. Pour voir où les chaises se mettaient toutes seules, enfin avec leurs utilisateurs, quoi. Et à la fin, au bout de plusieurs dizaines de photos, finalement on se rendait compte que les chaises étaient plutôt toujours là, et plutôt un peu toujours là. Et c'est comme ça qu'ils ont défini l'endroit où ils allaient placer les assises, en laissant aller l'usage, ceux qui sont là, et le quotidien, quoi. Elle est dingue cette ville où il y a un endroit pour jouer, il y a un endroit pour faire son footing, il y a un endroit pour... Par contre, c'est interdit de grimper aux arbres. Et il y a un skatepark, donc c'est là qu'on fait du skate, c'est sûrement pas ailleurs. C'est dingue. J'ai longtemps plaidé au sein de l'association. Bon, j'ai un peu cessé parce qu'on m'a prise pour une allumée, mais je me disais, la question des cabanes, c'est quand même central, cette affaire. On parle de densifier l'imaginaire. Là, c'est l'imaginaire de l'enfance. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des cabanes en ville, et notamment des cabanes dans les arbres? Bon, peut-être que dans 10 ans, on y arrivera. Hein. Mais cette affaire des cabanes dans les arbres, alors là, vous sollicitez l'imaginaire, la poésie, et là, on est dans une autre fiction. Vous voyez ? Eh oui, mais on s'en fout. Eh ben oui, on tombe. Eh ben oui, et on apprend qu'il faut faire attention en montant aux cabanes. Ça, au Danemark, ils ont compris ça. Hein, le outdoor schooling, comme ils l'appellent, eh bien, très clairement, les enfants font l'expérience, y compris du danger, dans les arbres. Désolé, juste par rapport à la question du danger, moi j'ai créé ma propre forêt, je vis dedans. Là, j'ai bougé en France, c'est autre chose. Mais la question de danger, non, quand tu passes à la route, les voitures ne sont pas dangereuses. Je ramène un peu de vision politique. Je n'ai jamais reçu un mail ou une plainte parce qu'un enfant s'était cassé une dent en tombant sur le bitume. Je n'ai jamais reçu un mail ou une plainte parce que des mamans ont retrouvé un genou égratigné en rentrant de l'école. Par contre, quand je dis qu'on va mettre un jardin à gratter pour remettre de la terre libre, je ne rebondis pas à chaque fois, mais vous l'avez dit aussi, hein,
quand on dit qu'on va mettre des arbres, avec le problème des fruits qui peuvent tomber et qui vont pas mûrir comme il faut, etc., eh bien, en fait, on s'aperçoit que ça fait peur et que c'est compliqué. Si je dis qu'on met un sol, ce qu'on appelle dans les termes techniques fluent, c'est-à-dire pas du bitume, quoi, eh bien, c'est dangereux parce que les enfants vont prendre ça dans leur poche, vont les ramener dans la classe. Et ça va traîner par terre. Et tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai que les maîtresses, c'est vrai que les ATSEM, ça va leur faire plus de travail. C'est vrai parce que ça va être sale. Mais c'est de ça dont on a besoin. C'est de ça que nos gamins là, qui sont dans les crèches et dans les écoles, ont besoin. Ils ont besoin de reprendre ce contact avec le vivant, d'arriver dans la classe et que ce soit un peu sale. Parce que qu'est-ce qui se passe après ? Après, on nettoie tous ensemble. On balaye tous ensemble. Mais aujourd'hui, on balaye pas. C'est la dame qui fait ça le soir quand on est parti. Et voilà tout. Voilà comment on arrive à un truc où tu fais du sport là, tu nettoies pas, tu fais pas la cuisine, tu apprends pas comment poussent les plantes. Toi, tu es là pour faire des maths et devenir un scientifique. C'est tout, quoi. Un dernier mot de chacun de vous avant de fermer, parce qu'il y a un spectacle de danse qui nous attend en bas. Donc, Bien sûr. Alors, figurez-vous qu'on a un élu qui fait partie donc, de la délégation que je représente aujourd'hui, Nature en Ville et Quartier Apaisé, qui est un élu en charge de la condition animale. Et donc, notamment à l'équilibre des espèces, on a des points avec les lapins du parc bordelais, par exemple, sur lesquels on intervient. Et d'ailleurs, ça a plutôt porté ses fruits. Alors, on ne peut pas dire que c'est grâce à nous, il faut être toujours très humble et très prudent. C'est la nature qui décide. Mais en tout cas, on a une action. Pour l'instant, ça se passe bien. On a une action sur les chats errants vers Bordeaux-Nord aussi. Là encore, une action inédite. On en tient compte. Et quand je parlais des corridors écologiques, ce sont aussi des corridors qui vont permettre le développement, le retour urbain. Donc je suis très modeste, mais qui va permettre le retour de la biodiversité. Ça fait partie intégrante de notre réflexion et l'élu est rattaché à notre délégation. On y est. Non mais, vous avez évidemment raison qu'il y a des déséquilibres. Il y a plus de mésanges, il y a des animaux qui disparaissent. Donc c'est pas anodin. C'est vraiment, voilà. C'est bien de mettre des espaces verts, mais il faut penser aux animaux qui vont vivre dedans. Et donc, comme on a détruit certaines espèces, il faudrait peut-être songer à apporter certaines espèces qui sont plus ou moins en sous-nombre. Alors, en tout cas, à l'échelle de l'urbain, c'est très compliqué d'amener des espèces. On peut le faire dans les Pyrénées. On parle des mésanges, tout ça. Oui, on peut le faire dans les Pyrénées avec l'ours, avec le loup, par exemple. Et là, ce que vous dites, c'est un vrai sujet. mais je ne tourne pas là en dérision. Je parle des mésanges, je ne parle pas d'ours. Arrêtez de faire des caricatures. Mais non. Si. Non, peut-être je Vraiment, crois que mais je dois vous interrompre. Donc, je demanderai à chacun des participants de clore avec un slogan, une phrase, un propos, un désir pour ceux qui s'en viennent dans les prochains 10 ans à Bordeaux et ailleurs par rapport au thème de ce soir. Donc, les arbres en ville. Moi, je veux bien commencer à conclure parce qu'il va falloir vraiment que je rejoigne le spectacle. Donc oui, dans le rôle d'acculturation dont vous parliez, je pense que vraiment les arts ont un rôle important à jouer. Les arts vivants, mais les arts en général. Et bizarrement, je vais m'appuyer sur les propos d'un scientifique, c'est Aurélien Barraud, mais nous avions récemment une conférence qui s'appelle Aurélien en pluriel, puisque c'était joué par un acteur qui s'appelle Aurélien et qui mettait aussi sa patte. Et il dit, quand on pense à l'infinité des possibles qui se réouvrent dans un apaisement de notre rapport au vivant, il suffirait de voir les choses autrement, de les quantifier, de les évaluer, de les classer, de les hiérarchiser différemment, d'une manière beaucoup plus naturelle, pas créée artificiellement pour que ça marche, mais beaucoup plus conforme à nos aspirations fondamentales en tant que vivants, pour que la mutation soit ressentie en réalité comme une sorte de libération. Merci. Qui veut prendre la parole après cette phrase plutôt intense ?
Personne ou quelqu'un encore? Oui, juste pour remercier Fabrizio Galanti pour son invitation, vous inviter à vous intéresser à la cause des arbres avec nous, que ce soit dans le registre associatif ou dans le registre politique. En tout cas, il est très important, j'espère que vous l'aurez compris, avec la question de l'artivisme, effectivement, qui est tout à fait saisissante. Il est très important, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, qui est problématique, de s'intéresser de manière très attentive à la question du vivant, à la question des arbres, y compris en contexte urbain. Donc vous pouvez vous rapprocher aussi de notre association à ce sujet. Bon, écoutez, je serai très mal poli, donc je vais terminer la soirée parce qu'effectivement, on a un événement dans 10 minutes auquel vous êtes invités à assister, donc un spectacle de danse dans le cadre du festival FAB dans le parvis d'Arc en Rêve. Et continuez à nous suivre sur Internet pour les prochaines conférences. Le prochain rendez-vous, le 14 octobre à 18h30, le vernissage de l'exposition qui a un titre peut-être un peu contradictoire par rapport à ce soir, Moteur, Action, Forme. Il y aura beaucoup de machines dans ce cas-là, qui est une exposition monographique sur l'agence Bruter, donc une agence parisienne émergente. Continuez à nous suivre parce qu'il y aura encore plusieurs conférences, d'ailleurs une avec Michel Desvignes, donc j'espère que vous serez dans le public ici pour écouter. Plusieurs conférences encore autour de l'Arboretum, exposition qui va se conclure le 23 janvier 2022. Merci beaucoup pour être ici avec nous ce soir.